bienvenue à tous pour cette session du coup high level Android par Pierre-Yves qui nous a fait donc une belle librairie qui s'appelle Leak Canary. Donc, je pense que vous savez déjà à peu près de quoi ça va parler si vous êtes là. Je vais pas m'étendre, je vous invite à l'applaudir là pour l'encourager. Merci. Pierre-Yves, c'est à toi. Super. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Rico et je bosse à Square. Et donc là, aujourd'hui, je suis dans l'équipe APIs. Donc, on fait des API externes qui n'ont rien à voir avec Leak Canary. Ça, c'est juste un peu presque un side project. Et donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait Leak Canary au départ, c'est qu'on avait un besoin en interne. Bon, j'ai une petite idée de la réponse, mais combien de personnes ont déjà fait des applis Android ? Normalement, à peu près toute la salle. Et combien de personnes ont déjà eu des crashs avec out of memory error Voilà, une bonne partie. Donc on avait le même problème et ça nous embêtait un petit peu. Et donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et en cherchant des solutions, c'est là qu'on a construit Leak Canary. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'une grosse partie de nos crashs dus à des out of memory error, ils étaient dus essentiellement à des fuites mémoire. C'est-à-dire que ce n'était pas tellement qu'on créait des gros objets et des bitmaps trop gros et qu'il fallait réduire. C'était plus qu'on avait plein de petites fuites dans tous les coins et que ça s'accumulait et à la fin, il n'y avait plus de mémoire et on avait une out of memory error. Donc on a construit Leak Canary pour détecter ces fuites mémoire en développement, les résoudre en développement de façon à ne plus les avoir quand on shippait l'appli. Et donc ça a marché, c'était cool. On a réduit les memory leaks. Et le problème, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que j'étais un peu le seul à fixer les memory leaks. C'est-à-dire qu'il y avait Leak Canary qui lançait les notifications. Puis mes collègues, ils regardaient, voyaient la notification, hop, ils l'enlevaient, et puis ils passaient à autre chose. Et puis ça m'arrivait aussi de faire pareil. Et donc une des raisons, c'est qu'on est occupé, etc. Mais j'ai commencé à creuser, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident de savoir quoi faire avec les rapports que Leak Canary donne. Et même moi, en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment. C'était vachement intuitif. J'y allais un peu au feeling et je me suis rendu compte que j'avais du mal à expliquer la méthode. Donc, je me suis assis avec quelqu'un. Je les ai fait comme ça un peu corriger des leaks et au fur et à mesure, j'ai essayé de trouver un peu une méthode plus méthodique. Et donc, ce talk, c'est un peu ça. C'est quelles sont vraiment l'approche pas à pas de comment on résout un memory leak. Donc on va faire une petite histoire parallèle. On va prétendre, voilà, je suis un nouveau développeur Android, je viens de démarrer et je connais un petit peu Android, mais pas non plus beaucoup. Et j'ai envie de faire une appli un peu artistique. Alors il y a cette idée que les applis, finalement on est toujours sur notre téléphone, ça enlève un peu notre concentration, ça vole notre focus. Donc je vais faire une appli qui, c'est l'inverse, je vais voler, je vais finalement presque l'éteindre quand elle perd son focus et la rallumer quand elle gagne le focus. Et je vais utiliser du multi-window. C'est un exemple un peu bidon, mais c'est juste histoire de se donner un petit use case. Donc voilà, je fais mon appli super artistique. Donc vous voyez que j'utilise le multi-window. Donc l'appli, elle est en haut et puis en bas, il y a Evernote. Et puis quand l'appli est en focus, elle est bleue. Et puis quand je touche, hop, je pense que... Ah non, ça n'a pas joué. Là, elle est en train de jouer, je pense. Mais il faut peut-être attendre un petit peu. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, quand je focus et quand je passe d'une fenêtre à l'autre, elle devient grise. Donc, mon appli a un succès extraordinaire. C'est vraiment révolutionnaire. J'ai millions de downloads. Et puis, je me récupère des one-star reviews parce que l'appli crache tout le temps. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je regarde et là, j'installe un crash reporter et je vois out of memory error. Donc, qu'est-ce que je fais ? Oh mon Dieu, out of memory error. Je clique sur Mark Test Fix et je me dis, ça va s'en aller, c'est bizarre, mais la prochaine release, ça sera sûrement parti. Et il s'avère qu'à chaque release, c'est des out of memory différentes, mais j'en ai toujours. Elles arrivent tout le temps. Donc là, j'ai un copain qui me parle de Leak Canary, donc je me dis, je vais essayer. Hein. Je rajoute ma dépendance vers Leak Canary. Et ensuite, pour l'activer, il suffit de mettre 3 lignes de code, en fait, un peu plus qu'une, dans mon application. Bon, ça c'est cool. Maintenant, je réessaye, je lance mon appli, et là, qu'est-ce qui se passe ? Même principe, je fais mon truc, et d'un seul coup, ça prend un petit peu de temps, Leak Canary se déclenche, il dit attention, je dump la mémoire,
Et ensuite, on se paye une petite notification qui dit il y a une activité qui a leaké. Donc là, je vais cliquer dessus et je vois ce truc. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, si je suis un peu malin, je regarde, je vois, ah tiens, il y a une classe que je connais, là, Neo Mob Realism View, c'est ma classe. Je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ouvre mon code. Et là, je vois qu'en fait, le constructeur, il fait un truc assez simple. Il définit la couleur de fond de la view en bleu. Et ensuite, dans Unattached Window, il y a un petit bout de code intéressant qui enregistre un Activity Lifecycle Callbacks. Et quand l'activité est resumed, la vue devient visible. Et quand l'activité est mise en pause, la vue passe en alpha. Donc effectivement, c'est ce qu'on voit là. C'est ce petit bout de code qui fait que quand on touche en dehors et dedans, la vue change de couleur. Bon, c'est cool. Parce qu'en fait, ça c'est un petit truc, je ne sais pas si vous avez fait du multi-window, mais en multi-window, en fait, il y a toujours une seule activité qui est focus, une seule des deux windows. Et quand l'autre devient plus focus, en fait, il y a activity.onPause qui est appelé. Donc l'activité est mise en pause. Elle n'est pas détruite, mais elle est mise en pause. Il n'y a qu'une seule activité resumed à la fois. Donc on va revenir à notre code. Bon, qu'est-ce qu'on fait là en fait? On enregistre un Activity Lifecycle Callback. Qu'est-ce que c'est? C'est des listeners qu'on enregistre au niveau de l'objet application, qui a un singleton dans notre application. Et en réalité, cette callback, elle est appelée pour toutes les activités. Et si vous faites un peu d'Android, vous avez tout de suite vu le truc. On s'enregistre dessus, sur cette application, mais on ne se désenregistre pas. Donc, on a un petit souci, c'est qu'on reste enregistré pour toujours. Et donc on leak la référence vers la view et on leak la référence vers l'activité. On reviendra un peu vers les détails de ça un peu plus tard, mais du coup il y a un fixe qui paraît assez simple, c'est de garder la callback et quand la view est détachée, on enlève la callback. Bon, donc on a résolu notre problème. Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait réellement? Est-ce qu'on a vraiment compris ce qui s'était passé? Est-ce qu'on a vraiment fait une approche scientifique? Pas vraiment. En fait, ce qu'on a fait, c'est on a regardé comme ça, je sens que c'est là, et on a vu un truc bizarre et on l'a fixé. C'est cool, mais en fait, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait et qu'est-ce que c'était que cette chaîne de classes. Et bon, là, on a eu la chance, c'est facile, mais si c'est pas facile, la plupart du temps, du coup, si on regarde un peu toutes les classes, si on trouve rien, on laisse tomber, on dit je sais pas ce qui se passe, ça doit être un bug Android, et puis on passe à autre chose. Mais c'est pas forcément des bugs Android, et même si c'est des bugs Android, vous pouvez les trouver et les rapporter, et dans 5 ans, ils seront fixés. Donc, ça vaut le coup. Je déconne, mais à moitié, non, il fixe quand même pas mal. Donc finalement, on a utilisé notre intuition un petit peu, et ça aide, mais on a fait des raccourcis logiques, et c'est mieux d'avoir une méthode un peu plus scientifique, on va vraiment prendre une approche pas à pas. Qui fait du Java ici? Qui connaît un peu Java? Tout le monde, on est d'accord. On va revenir à l'école, on va revenir à l'école du garbage collector. Donc le garbage collector en français c'est quoi? C'est le truc qui récolte les déchets. Finalement c'est un Roomba. Et donc on va revenir à comment ça marche, vraiment la base de la base du garbage collector, pas vraiment comment ça marche à l'intérieur, mais les principes de base. Bon, on a une classe A, une classe B, une classe C. Jusque-là tout va bien. Et on a une méthode où on va créer une nouvelle instance de A. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin de la méthode? Quand j'ai fini d'appeler, quand la méthode retourne, j'ai rien fait de A, donc A est garbage collecté. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Maintenant, on va revenir à A et on va aussi créer une instance de B, créer une instance de C. Et ensuite, on va ajouter des références. On va faire en sorte que A référence B, B référence C, C référence A. Et ensuite, A.B référence... et ensuite, on va faire en sorte que les références pointent vers les instances. D'accord? Donc là, on regarde ce code-là. Vous reconnaissez ce code, c'est du Java de base. Une fois de plus, qu'est-ce qui se passe à la fin de la méthode? On a tout connecté ensemble. Pourtant, tout est garbage collecté puisqu'il n'y a pas de référence qui suit. Bon, jusque-là, ça va. Bon, et puis on va rajouter un petit champ statique. Et on va ajouter une référence vers A dans le champ statique. Et là, quand le garbage collector y passe, il fait quoi? Il fait rien, parce que le champ statique référence l'objet, tout est connecté, et donc il n'y a rien qui peut être garbage collecté. Et ça, c'est assez intéressant. Donc en fait, on se rend compte que juste ce champ statique, il garde tout le graphe d'objets en mémoire.
Et ce champ statique, on appelle ça un GC-root, une racine de garbage collection. Et c'est une référence qui ne va jamais être nettoyée. Donc les champs statiques, c'est les causes les plus communes, mais on peut aussi avoir, si on a un thread qui tourne, une variable locale dans un thread va avoir une référence vers un objet, ça peut être une cause de leak. Il peut y avoir aussi du code natif qui peut garder des références vers des objets Java. Donc si on imagine la mémoire, le graphe d'objets entiers qui est dans notre appli, finalement c'est un peu comme ça. On a des GC-roots qui gardent des objets, qui gardent même d'autres objets et des références. Et si vous avez fait un peu de théorie des graphes, finalement c'est ce qu'on appelle un graphe orienté. Et donc on a une espèce de navigation dans un seul sens. Et on voit là par exemple qu'il y a un groupe d'objets qui est complètement isolé. Ça pointe ça ? Ouais, là. Complètement isolé, qui n'est pas connecté à un GC-root. Donc quand le garbage collector passe, il va pouvoir le garbage collecter et enlever tous ces objets. Bon, super. Maintenant, on va regarder cet objet en rouge là. C'est une activité, donc c'est quelque part un écran Android qui référence une vue de hiérarchie qui s'affiche à l'écran. Peut-être que vous le savez sûrement, sur Android, quand une activité est détruite, que l'écran s'en va, il y a onDestroyed qui est appelé sur l'activité, ce qui est un bon moment pour réaliser les ressources. Et on s'attend aussi à ce que l'activité soit garbage collectée peu après. Donc on peut voir d'ailleurs qu'il y a un champ qui n'est pas visible, mais qui est sur la classe activity, qui passe à true, qui est mDestroyed. Donc ça, c'est cool. Et donc là, imaginons qu'on est dans ce cas-là où j'ai une activité sur laquelle onDestroyed a été appelée. Je le vois parce qu'il y a mDestroyed qui est vrai, mais elle n'est pas garbage collectée. Et pourquoi ? Et donc en fait, ça, c'est typiquement un memory leak, parce que cette activité, elle ne sert plus à rien. Elle devrait être garbage collectée, elle devrait partir, mais elle n'a pas été. Pourquoi elle n'a pas été ? Et pourquoi c'est un problème ? Parce qu'elle référence toute la vue d'hierarchie avec tous les bitmaps qui vont avec. Et ça peut être des mégabytes de données. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas garbage collectée ? Parce qu'elle est connectée au GC-root et que finalement, ça l'empêche d'être récupérée. Et en réalité, on peut établir les chemins qui mènent des différents GC-roots jusqu'à cette activité. Alors en pratique, dans la vraie vie, il n'y a pas 2 GC-roots et 3 chemins, il y a souvent des dizaines de GC-roots et une infinité de chemins, parce que vous avez beaucoup d'objets en mémoire et qui sont tous connectés plus ou moins les uns aux autres. Et on ne peut pas tout regarder. En réalité, ce qu'on veut faire là, c'est trouver les connexions qu'il faut enlever pour pouvoir finalement libérer cette activité. Parce que ce n'est pas forcément ces deux connexions-là, ça peut peut-être que tout ce graphe d'objets, il devrait être garbage collecté en réalité. Donc comme on a un grand nombre de graphes, on peut regarder on peut regarder le chemin le plus court. Pourquoi le chemin le plus court ? C'est l'idée que si vous avez un seul leak, si vous avez une seule référence qui aurait dû être nettoyée, c'est-à-dire que tous les chemins vont forcément passer par cette référence. Il faut en choisir un. L'avantage du chemin le plus court, c'est que du coup, il y a moins d'informations à regarder. Donc c'est ce qu'on fait. Et en réalité, c'est ce que fait Leak Canary. Leak Canary, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il déclenche un heap dump. Donc finalement, il fait une copie de la mémoire, il la met dans un fichier. Et ensuite, il parse ce heap dump, il construit ce graphe de référence, il trouve l'instance qui a leaké, et il construit le chemin inversé jusqu'à le plus court chemin, jusqu'à un GC-root. Donc quand on regarde ça, en réalité, ces deux choses-là, c'est la même chose. Là, c'est le GC-root, donc on voit que c'est un champ statique et qui référence une instance. Donc en blanc, on a les noms des classes, mais qui sont des instances de ces classes-là. Et en violet, on a les références qui pointent vers le niveau suivant. Donc normalement, ça aide à comprendre un petit peu plus à quoi on a affaire quand on regarde une leak trace. Donc si on revient au chemin le plus court, finalement on se dit, voilà, il y a une série de connexions, et il y a une de ces connexions qui ne devrait pas exister. Et c'est ça le leak, c'est ça le truc qu'on veut, c'est identifier cette connexion qui ne devrait pas exister, parce qu'on va pouvoir ensuite l'enlever, et une fois qu'on l'aura enlevé, tout le graphe sera un garbage collecté. Et c'est pas si simple, il suffit pas de jeter un coup d'œil et de dire je pense que c'est là. Il va falloir réfléchir en termes de logique applicative. Donc, et la technique qui est en fait assez bidon, la manière dont on va faire ça, c'est qu'on va regarder à chaque instance le long de ce chemin, et on va se poser une seule question simple, c'est est-ce que cet objet devrait toujours exister en mémoire à ce moment ? Est-ce que cet objet aurait dû être garbage collecté ou pas ? Par exemple, imaginons que ça, là-haut, c'est la classe application, c'est mon application class,
elle reste en vie tout le temps de l'application, donc l'application class, elle est bonne. Peut-être que ça, c'est ma liste d'Activity Lifecycle Callbacks. La liste elle-même qui vit dans l'application, elle est bonne. Et par contre, peut-être que là, j'ai mon listener de callback, et le listener, une fois que l'activité elle est destroy, le listener, il ne sert plus à rien. Donc lui, il n'est pas bon. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut réellement, en fait, en partant du haut et du bas, tout ce qui est en haut va être vert, tout ce qui est en bas va être rouge, et au milieu, ça va être la partie intéressante. Au milieu, ça va être la connexion qui crée le problème. Et cette connexion ne devrait pas exister. Donc si on enlève la connexion, si on corrige le code pour que cette connexion n'existe plus, ensuite, le garbage collector va pouvoir passer et on n'a plus de memory leak. Donc, ce qui est important ici, on a vu un petit peu le principe des memory leaks. Un memory leak, ça peut être rien du tout, ça peut être 2 bytes, 2 kilobytes, ça peut être énorme. Le problème, c'est que ça peut être même 1 mégabyte, mais finalement, vous en avez plein des mégabytes dans votre application. Le souci, c'est qu'ils s'accumulent et qu'à la fin, vous n'avez plus de mémoire parce que vous avez plein de memory leaks. On va appliquer la méthode qu'on a déjà vue à l'exemple qu'on regardait. Donc finalement, on a cet exemple-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comme je disais, on a un champ statique qui référence une instance d'Activity Thread, qui référence l'instance d'Application, qui référence la liste d'Activity Lifecycle Callback. C'est une array list, donc elle a un objet, un array. Et le premier élément de cet array pointe vers ma classe anonyme, qui est mon listener, qui lui-même pointe vers ma vue, qui a une référence mContext, qui pointe vers l'activité. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous le savez peut-être, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est que ce $1, this, $0. En réalité, quand on a une classe anonyme comme ça, donc là, on sait que c'est la source du leak, on l'a vu tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en réalité, Java ne supporte pas les classes anonymes. Java a toujours été backward compatible, plus ou moins. Et donc l'idée, c'est que les classes anonymes sont un sucre syntaxique sur ce qui pourrait être écrit comme une classe Java classique. Et donc quand on compile ce code, en réalité, c'est comme si on écrivait ce code-là. C'est-à-dire qu'il va créer une nouvelle classe qui s'appelle le nom de la classe externe $1. Le dollar, en fait, c'est l'ordre dans lequel la classe a été déclarée en partant du haut de l'écran. Et ensuite, il va y avoir un champ qui s'appelle this $0 qui pointe vers la classe externe. Ça peut être bon parce que c'est bon à savoir parce que ça aide à comprendre un peu ce que sont ces rapports. Donc si on revient là, finalement, on a vu tout à l'heure ce qu'on devait faire, c'est ça, c'est splitter en 2 phases. Et on se rend compte qu'ensuite, donc là on voit qu'effectivement on avait dit la liste elle doit rester en mémoire, la callback elle-même elle devrait plus être en mémoire. Donc finalement c'est ça la connexion et c'est là qu'il va falloir supprimer la connexion. Et c'est ce qu'on fait quand on unregister. Mais si on recommence de zéro, comment on a fait en fait pour en arriver là? On a dit voilà. L'activité, elle leak, donc a priori, elle ne devrait pas être en mémoire, ça va. Ensuite, on voit là-haut, j'ai l'application class. Donc mon application class, c'est un singleton, je sais que c'est bon. Et on peut continuer comme ça à itérer. La vue. Alors, supposons que je n'ai pas toute l'information dont j'ai là, je vois une vue, je me dis, mais est-ce que cette vue, elle devrait être en mémoire ou pas? Pas forcément. Peut-être qu'elle devrait être en mémoire, peut-être pas. Donc, l'e-canary fournit un truc en plus qui s'appelle share info, qui ensuite va sortir des informations plus détaillées sous forme de string. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, mais sous forme plus de string plutôt qu'une UI. Mais ce qui est intéressant, c'est le bas, c'est les details, parce que ça vous donne pour chaque classe, ça vous donne tous les champs de cette classe et toutes les valeurs. Et donc si on va avoir notre vue qui est plus bas dans la chaîne, on va voir tout un tas de champs, et notamment un champ qui est intéressant qui s'appelle mattachinfo, et qui est nul. Et alors ça, c'est un truc que j'ai découvert en allant regarder. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai été voir dans view.java, parce que c'est l'avantage d'Android étant open source, on peut aller regarder ce que c'est. Et on voit qu'en fait, quand mattachinfo est nul, la vue n'est pas attachée à la window. Donc en fait, quand une vue est attachée, Android lui passe le mattachinfo, et quand elle est détachée, il l'enlève. Donc du coup, c'est un très bon indice pour savoir si la vue est attachée ou détachée. Si elle est détachée, elle devrait être garbage collectée. Donc là, comme c'était nul, on sait qu'elle devrait être garbage collectée. Donc c'est facile. On monte aussi on sait aussi que la classe anonyme, elle va avec la vue, donc elle est censée avoir le même cycle de vie, donc elle devrait être garbage collectée. Et de la même manière, donc là il nous reste finalement cette liste et son array qui est l'implémentation de la liste. Et on a déjà discuté du fait que la liste devrait rester en mémoire, donc même principe, on descend. Et là tout de suite on est revenu à ce qui nous intéressait. Donc c'est un peu la méthode qu'on va appliquer pour résoudre des memory leaks. Donc là je vais un peu vous emmener sur un chemin où
on va regarder 2-3 exemples de memory leak un peu plus compliqués et comment on applique cette méthode-là finalement. Donc c'est toujours pareil, on poke un petit peu, on trouve des endroits qui sont verts ou des endroits qui sont rouges. Et la règle, c'est simple, c'est si vous trouvez un endroit vert, tout ce qui est au-dessus, c'est vert. Si vous trouvez un endroit rouge, tout ce qui est en dessous, c'est rouge. Jusqu'à ce que vous ayez réussi à trouver l'intersection des deux. Et ensuite, c'est là que vous avez un problème. Et ensuite, il faut réfléchir à qu'est-ce qui crée cette connexion. Bon, alors le truc aussi, ce que je vous ai dit, c'est ça. C'est je vois une notification de Leak Canary, je regarde, je fais ah, c'est cool, mais je suis busy, j'ai pas le temps, dégage. Et tout le monde fait ça. Bon, très bien, c'est pas grave. Donc, ce qu'on a eu comme idée, c'est d'automatiser le reporting vers un serveur de façon à ce qu'on puisse y revenir plus tard et on puisse adresser les leaks même si on n'a pas le temps à l'instant T. Le problème, c'est que moi, je suis un client, je fais du client, je fais du mobile, j'aime bien le mobile et j'aime pas les serveurs. Et j'avais pas envie de coder un serveur. Et j'avais pas envie de demander à quelqu'un, mais je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà des serveurs. On utilise Bugsnag, mais c'est la même chose que Crashlytic, qui sont finalement des crash reporters. Et j'ai réalisé qu'en fait, une leak trace, ça ressemble presque à une stack trace. Et un truc assez marrant à savoir en Java, c'est qu'on peut créer ses propres stack traces. Par exemple, vous faites un array de stack trace elements. Là, vous avez le nom de la classe, le nom de la méthode, le nom du fichier où il y a la classe et la ligne. Et vous pouvez créer des stack traces complètement bidons et ensuite créer une exception et changer la stack trace. Et si vous créez un projet dans Crashlytic ou Bugsnag qui va être dédié à ça, vous pouvez lui passer vos stack traces custom et elles vont être reportées. L'avantage, c'est que ces stack traces, c'est un peu chelou, mais le gros avantage, c'est qu'ils ont déjà construit la notion de grouping et de counting, c'est-à-dire que si vous envoyez 2 fois la même stack trace, il va les mettre dans le même panier et il va compter, il y en a 2. Et comme les leak traces sont un peu le même principe, elles vont être plus ou moins uniques pour un seul leak ou différentes si le leak est différent. En utilisant ce hack, et donc en créant un Bugsnag uploader qui upload l'exception, on est capable on va être capable d'envoyer tous les leaks et surtout d'avoir la liste de tous les leaks avec un compte à côté. Donc on sait, là, j'ai 90 leaks sur celui-là, j'en ai 20 sur celui-là, etc. Et donc ça ressemble à ça. Et ça ressemble à une stack trace très bizarre. Là, on voit des $0, enfin des crochets 0, machin. C'est un peu bizarre, mais en fait, on a ajouté de la metadata à côté, ce qui nous permet dans un tab de voir la même information textuelle. Donc on va regarder celle-là, celle qui est reportée là. Elle est assez intéressante. Donc en haut, on voit qu'il y a 2 choses. Il y a un truc qui s'appelle main thread enforcer, qui est une classe à nous, mais qui référence un main looper. Donc un looper, c'est quelque chose qui est associé à un handler thread, qui est en gros juste qui boucle et qui exécute les runables qu'on lui passe. Et le main looper, en fait, c'est le looper du main thread. Donc le main thread, il est là tout le temps, il tourne en boucle pour toute la durée de vie de votre application. Donc ça, on sait que, a priori, c'est bon, ça va rester. Bon, mon activité, là, elle leak, donc elle aurait dû être détruite. Ça, c'est facile. Et là, on va commencer à regarder. Et donc là, c'est là où ça commence à faire peur. C'est là où, normalement, on fait « bon, je m'en vais, j'ai autre chose à faire », parce qu'on va commencer à regarder du code Android. Genre, qu'est-ce que c'est que viewRootImpl runQ mActions? Je sais pas. Donc, je vais aller voir dans les sources. Il y a une classe dans Android qui n'est pas dans l'API, donc vous ne pouvez pas directement l'invoquer, mais elle est dans les sources, qui s'appelle viewRootImpl, qui est une inner class qui s'appelle runQ. Et elle a une méthode qui s'appelle postDelayed, qui prend une action et qui l'emballe dans une handler action, et ensuite qui rajoute ça dans une liste d'actions à exécuter plus tard. Donc on voit aussi qu'on a aussi post qui appelle postDelay avec un delay de 0. Donc en fait, si on réfléchit à ce que ça fait, quand on poste, on met des runables dans ce champ mActions. Donc la question c'est, ok, mais quand est-ce qu'ils sont enlevés? Et je vous rappelle que quand on regardait le leak, on voyait que le leak il était sur runQ, qu'il y avait runq.mActions dans la leak trace. Donc ça a l'air d'avoir quelque chose à voir avec ça. Quand est-ce que c'est DQ? On va regarder la Javadoc. Donc en fait, la Javadoc, elle nous dit que le travail, les runables, ils sont exécutés, donc la liste est nettoyée, au prochain appel à perform traversals. Donc le truc de viewRootImpl, en fait, c'est la classe qui est à la racine de votre hiérarchie de vue et qui est responsable de faire la traversée de la hiérarchie de vue, en fait, au moment de faire du layout et du rendering.
Donc, ok, c'est cool. Et qui est-ce qui appelle cette méthode post? Ils expliquent qu'en fait, la run queue, elle est utilisée pour mettre dans la queue du boulot à faire sur des vues quand il n'y a pas de handler attach. Donc si on réfléchit un petit peu, ça veut dire qu'en fait, les vues, elles peuvent être attachées ou détachées. Et quand on fait view.post de quelque chose, ça poste sur le main thread, mais ça le poste uniquement si la vue est attachée. Si la vue est détachée, ça le met dans ce champ mActions de la run queue, et ce sera exécuté uniquement la prochaine fois qu'il y aura un perform traversals. Donc on va vérifier ça, on va regarder view.postAnimation et view.post. Dans les deux cas, on a ce attach info on a vu que c'était nul quand on est détaché. Donc si c'est pas nul, ça poste sur le handler du attach info qui est en fait le main thread handler. Et si c'est nul, ça met dans la run queue et ça va être exécuté plus tard. Le truc, c'est que, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est quand plus tard. Alors normalement, plus tard, c'est la prochaine fois qu'il y a un perform traversals. Mais là, on est détaché. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en train de faire du rendering. Et en réalité, ce à quoi ça correspond, c'est ça va être exécuté la prochaine fois qu'il y aura une activité resumed. Donc si par exemple, votre activité, vous n'avez aucune activité d'afficher, cette liste, elle ne sera pas nettoyée tant qu'il n'y aura pas de nouvelle activité qui arrive. On va aller regarder ce que c'est que aussi getRunQueue ici, qui est une espèce de méthode statique qui retourne la runQueue, parce que ça a l'air intéressant. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a un thread local sRunQueue qui est statique. Donc l'idée d'un thread local, c'est une variable qui a une valeur différente pour chaque thread. Donc chaque thread voit son propre thread local, mais ne voit pas le thread local des autres. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Ça regarde dans là, on peut penser c'est une forme de presque une map. Est-ce qu'il y a une queue dans le thread local? S'il y a une queue, là, tu la retournes. Sinon, tu en crées une nouvelle, tu la mets dans le thread local et tu la retournes. Bon, pourquoi est-ce qu'on a été dans tout ça? Parce qu'on va revenir sur la leak trace et on va regarder et on voit qu'ici, il y a un truc qui parle de thread.localValues qui référence une espèce de table. Et en fait, ça, c'est l'implémentation de Android du thread local. Donc ça explique que en fait, la leak trace, elle passe par ce thread local qui maintient la run queue. Et on voit aussi que là, on a cette run queue. Donc si on réfléchit un peu au principe, cette run queue, elle est référencée par un thread local statique. Finalement, elle est statique, elle est là tout le temps. Donc, elle n'est pas en train de leaker la run queue, elle devrait tout le temps rester en memory. On n'a pas vraiment de problème avec cette run queue. Ce qui nous aide à dire, en fait, tout ça, c'est vert, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va regarder juste en dessous, on a une liste. Donc on a déjà vu que la liste était implémentée par un tableau. Et là, ça finit par référencer l'objet 0. Mais cette liste, c'est la liste des actions. Et la liste des actions en elle-même, des fois, elle est pleine, des fois, elle est vide. Mais la liste elle-même, elle ne leak pas. C'est les actions qui sont dedans qui leak potentiellement. Donc, c'est vert. OK, c'est cool. Et là, on va commencer à regarder des choses encore plus cheloues. On voit que là, il y a un truc qui s'appelle AppCompat_Delegate Impl v23. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est une instance de AppCompat_Delegate. C'est une implémentation de AppCompat_Delegate qui vient avec la support library avec AppCompat. Et en fait, le principe, c'est que c'est comme ça qu'ils implémentent la notion d'AppCompat au niveau des activités. Chaque activité a son instance de delegate qui est créée et qui est ensuite supprimée, qui est unique à l'activité. Donc chaque fois qu'une activité est détruite, le delegate est censé être détruit. Ce qui veut dire, vu que notre activité a été détruite, on sait que le delegate aurait dû aussi être détruit. OK, donc il ne nous reste plus que 2 éléments à regarder. On va regarder celui du dessus. OK, qu'est-ce que c'est que... Alors là, ça dit AppCompat_Delegate Impl v9 $1 this 0. Donc on sait que c'est une anonymous class. En réalité, si on regarde le code, on voit que v23 est une sous-classe de v9. En fait, là, on a la même instance. Enfin, en fait... Là, on voit que ça, c'était l'instance de v23, et ça, c'est dans une super classe. Il y a une classe anonyme et qui finit finalement référence 10, qui est cette instance-là. OK. Donc, on va aller ouvrir cette classe et on va regarder ce qu'il y a dedans. Et on va regarder la première classe anonyme. C'est un truc qui s'appelle mInvalidatePanelMenuRunnable, qui sert à invalider le panel menu. OK, c'est cool. Et quand est-ce que c'est utilisé? En fait, quand on appelle InvalidatePanelMenu, ça fait un post-animation. Et ça, c'est du code qu'on a vu tout à l'heure, post-animation sur view. Quand on post-animation, on a vu que si la vue est attachée, ça passe sur le handler. Si la vue est détachée, ça met dans la run queue. Donc, si on réfléchit un petit peu, on se dit, ouais, en fait, il y a quelque chose qui a appelé InvalidatePanelMenu
après que la vue ait été détachée. Et en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est cette callback qu'il faut exécuter plus tard, il faudrait l'enlever quand le delegate est détruit. Donc en fait, ça c'est un fixe. Alors c'est une des possibilités de fixe du problème. Donc c'est un bug dans la support library qu'on a filé. Je crois qu'il n'a toujours pas été résolu. J'espère qu'il sera résolu un jour. Alors c'est un leak qui est relativement temporaire parce qu'en fait c'est un leak qui ne dure que tant que vous n'avez pas d'activité visible. À partir du moment où vous remettez une activité au premier plan, tac, le leak disparaît parce que la queue est consommée. Mais bon, supposons que vous avez un service qui vous faites back sur une activité, puis et c'est une grosse activité avec plein de bitmaps, puis vous avez un service qui tourne en tâche de fond, qui crée des objets. Potentiellement, ça peut avoir un impact et on aurait bien aimé pouvoir nettoyer la référence sur l'activité. Ok, on va regarder quelque chose d'un peu plus tricky, cette fois, qui était dans la code base, dans le code de Square, dans notre application principale en fait. Donc là, c'est un autre truc assez incompréhensible, mais on va commencer à regarder. Tiens, là j'ai vu qu'il y avait une vue, donc maintenant j'ai un peu compris le principe avec les vues, je sais un peu comment gérer, savoir si elle devrait être visible ou pas. Donc là, il y a ma passcode unlockView. Je vais aller regarder les détails des champs de cette passcode unlockView, et là je vois mattachinfo nul, la vue est détachée, donc elle ne devrait pas être en mémoire. Bon, ok. Donc ça, du coup, c'est facile. Maintenant, j'ai cette vue au milieu, je sais que cette vue, elle ne devrait pas être en mémoire. Donc tout ce qu'il y a en dessous, pareil. Donc pouf, j'ai éliminé la moitié du boulot. Maintenant, on va regarder un autre truc. Qu'est-ce que c'est que ce $4 $1.this $1 ? Alors là, on rentre dans des choses assez fun. C'est cette classe-là, la view. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a une méthode qu'on a créée nous-mêmes qui s'appelle wait4measure, qui est en fait vous lui passez une callback et une vue, et elle va vous rappeler la callback quand la vue aura été mesurée. Ça, c'était parce qu'il y avait tout un tas de hacks sur Android qui faisaient que ça ne marchait pas forcément dans certaines versions, etc. Donc on lui dit, bah voilà, cette image view, tu m'appelles la callback, onMeasure callback, quand elle a été mesurée. Et ensuite, là, vous avez vu qu'on passait un request creator, qui est un objet de Picasso. Donc Picasso, c'est une librairie pour afficher des images et qui va les télécharger depuis Internet via des requêtes. Et donc en fait, on lui dit, bah voilà, maintenant, une fois que la vue a été mesurée, tu m'exécutes cette requête et tu m'affiches les résultats dans l'image view. Et donc la raison pour laquelle ça s'appelle $4 $1, c'est parce que $4 c'était la classe anonyme là qui était la 4e de passcode unlockView, et $1 c'est celle-là, c'est la première, c'est la callback là, c'est la première classe anonyme de la $4, la classe anonyme $4. Bon, alors on va regarder un petit peu la Javadoc de request.into parce que moi Picasso je connais pas trop bien, donc ok, ça prend une target, une image et une callback. Et ils nous disent, bah voilà, on va exécuter cette callback, la requête de manière asynchrone, et ensuite on va appeler la callback. Bon, ça va. Et là, la Javadoc continue, et elle dit, la callback est une référence forte et va empêcher votre activité ou votre fragment d'être garbage collecté. Haha. Et ils ajoutent, si vous utilisez cette méthode, nous vous recommandons fortement d'appeler ensuite picasso.cancelRequest pour éviter un temporary leaking. Donc là, j'étais tout content, j'ai vu ça, je fais yes, c'est facile, j'ai juste à aller ouvrir le code et rajouter ça. Et en fait, c'était déjà là. Donc là, je me suis dit, il y a un souci. Parce que le code, il est là, hein, je le vois. Ok. Donc j'ai décidé quand même de jeter un coup d'œil à cancelRequest. Et là, on voit que dans picasso.cancelRequest, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a une map de target to actions qui lie une image view à l'action à exécuter. Donc en fait, il l'enlève de cette map. Et ensuite, ils appellent cancel sur l'action. Et ça, c'est intéressant parce que quand on regarde l'implémentation d'action, on voit que quand cancel est appelé, il y a cancel qui passe à true. Et or, moi, j'ai ce truc-là j'ai mon état ici qui me permet de voir les différentes variables de mon objet. Donc, je vais regarder cette image view action et là, je vois quoi ? Cancel est false. Donc, j'ai du code qui appelle cancel request, mais elle n'est pas cancelled. Il y a un loup. Qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, on sait que le leak est lié à ça. Et donc, du coup, si on revient à la stack trace, on sait que cancel aurait dû être false. Et donc, en gros, on sait que cet objet-là, il aurait dû rester en mémoire. Et la liste des actions en elle-même, la liste des actions, elle aurait dû rester en mémoire, mais cet objet-là, il aurait dû mourir.
Donc là, le truc, c'est que ça devient un peu plus compliqué. On a trouvé la mauvaise connexion, mais impossible de comprendre ce qui se passe. On appelle le code, enfin ça fait bien comme il faut, et évidemment, quand on essaye de reproduire, on n'y arrive pas. Ça s'est passé une fois, mais on n'y arrive plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est là que ça devient super fun. Leak Canary, en fait, il automatise des choses qu'on pouvait déjà faire avant, c'est-à-dire du parsing de heap dump et de l'exploration de heap dump. Et si j'ai un heap dump, je peux aller regarder ce qu'il y a dans le heap dump et me balader en mémoire et peut-être avoir une meilleure compréhension exactement de ce qui s'est passé. Mais donc il faut avoir le heap dump. Donc il faudrait que chaque fois que j'ai une détection de Leak Canary, j'upload ces heap dump. Mais une fois de plus, j'aime pas écrire des serveurs. Donc qu'est-ce que je peux hacker pour avoir un serveur gratos sans avoir à écrire un serveur? Slack. Qui a déjà utilisé Slack dans la salle? Voilà, alors là, ça devient complètement délirant. En fait, ils ont une API pour faire des uploads. Et du coup, on a un channel qui reçoit tous les uploads de heapdump. Donc quand j'ai un truc où j'ai pas assez de détails, je vais voir dans le channel et je télécharge le heapdump. Je sais pas si, pour l'instant, ils nous ont rien dit. Je sais pas s'ils sont très contents du fait qu'on envoie des centaines de mégas dans un channel. Le jour où il faudra qu'on construise autre chose, on construira autre chose. Parce qu'en fait, finalement, faut pas oublier que les Canaries, c'est un outil de dev. Ça vient jamais dans vos releases. Donc c'est pas très grave si vous n'avez pas un truc hyper carré. Tant que ça va pas en release, c'est moins gênant. Et du coup, c'était un moyen super rapide et assez pratique d'avoir la possibilité de télécharger ces heapdump. Donc on peut les télécharger et l'ouvrir avec des outils d'analyse de heapdump. Donc il y a Memory Analysis Tool qui est l'un d'entre eux. Il y en a un autre j'ai oublié le nom. Oui, ouais. Mais bon, il y en a un certain nombre. Et on va essayer de comprendre pourquoi cette requête n'a pas été annulée. Donc si on revient à notre objet, à notre Picasso, on voit qu'on avait cette map et on voit que on enlève l'image view de la map. Donc déjà, la question c'est est-ce que cette image view, elle est dans la map ou pas? On a vu que cancel était false, mais on a vu qu'on appelait cancel request, donc on va regarder la première ligne de cancel request pour voir ce qui se passe. Donc on va chercher toutes les instances de Picasso pour voir si on trouve ce champ, cette map target to action. Donc ça c'est Memory Analysis Tool, donc je peux taper Picasso et il me donne toutes les classes qui matchent et on voit que là qu'il y a deux instances de Picasso. On va regarder la première instance. Première instance, il y a un champ target to action, c'est une hashmap et elle est vide. Deuxième instance, pareil, target to action, c'est une map, il y a un élément, il y a mon action qui est là. Donc effectivement, elle n'a pas été enlevée, mon action, elle est toujours dans la map. Donc cancel request n'a pas été appelé. Ah oui, mais il a été appelé, il est dans le code. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là, on va continuer à poker, on va regarder le code de la vue directement, l'état de la vue. Et là, il y a une instance de Picasso dans cette vue. Et donc, on regarde cette instance de Picasso, et on voit, mais attends, là, l'instance de Picasso, elle n'a pas la référence vers l'action. Donc là, ça devient intéressant. D'un seul coup, on réalise, attends, j'ai deux instances de Picasso, j'ai une view qui n'a pas référence vers l'action, mais c'est dans cette même instance de la view que j'ai ajouté une requête. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, le problème, c'est qu'on est en train de gérer on est en train de manipuler la mauvaise action de Picasso. En fait, ce qui se passe, c'est que le cancel request, il se fait sur une instance de Picasso, mais l'objet qui appelle setBackgroundImage et qui passe un creator, le creator, il a été créé avec une instance différente de Picasso. Et donc, en fait, on se désenregistrait, mais de la mauvaise instance. C'est le genre de truc, moi, j'aurais jamais trouvé ça en me baladant dans le code, parce que j'aurais jamais... Déjà, le jour où j'ai réalisé qu'il y avait deux instances de Picasso, j'ai râlé, mais parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir deux, mais j'aurais jamais eu à l'idée qu'il y aurait pu en avoir deux. Donc, tout ça pour résumer un petit peu, on a vu qu'il y avait vraiment une méthodologie et qu'on a plusieurs niveaux finalement de recherche ou plusieurs manières d'aller chercher la solution au problème ou l'explication, des manières plutôt simples et haut niveau, et ensuite on peut creuser pour comprendre ce qui se passe. Donc, on a ce graphe d'objets et finalement, si on applique une méthode stricte, on va être capable d'identifier les objets qui devraient être en mémoire et les objets qui ne le devraient pas, à partir de quoi on va pouvoir séparer la leak trace en deux et trouver la référence à tuer.
Et donc, eh ben, c'est à vous de jouer. Voilà. Euh, donc on a un peu de temps pour des questions. Aussi, n'oubliez pas, ça me ferait super plaisir si à la fin vous pouviez soit utiliser le beacon si vous avez commencé, soit scanner le barcode et envoyer du feedback, des trucs à améliorer. Vraiment, ça sert à rien de faire du feedback positif. Ce qui m'intéresse, c'est plus le feedback, genre les points dans la présentation qui ne sont pas forcément super clairs ou qui pourraient être changés. Ça m'intéresserait vachement d'avoir du feedback de ce point de vue-là. Et si vous avez des questions, on a un peu de temps, donc il y a des micros là-bas et il suffit de lever la main. Merci déjà pour ton talk. J'avais vu ton talk à Devox en début d'année là, qui présentait League Canary. Et une de mes questions à la fin, ça va être justement de comment est-ce qu'on fait pour analyser tout ça. Donc je suis très content d'avoir eu ta présentation aujourd'hui. Non, ma question c'est est-ce que vous avez votre intégration continue qui déclenche justement des leaks que vous pouvez retrouver derrière C'est une très très bonne question. Donc, oui, la réponse est simple, c'est oui. Je peux fournir un peu plus de détails là-dessus. Donc en intégration continue, on fait tourner des UI tests. Donc chaque fois qu'on fait une pull request, on a des shards. Donc parce qu'on a beaucoup de UI tests et on a plein de machines qui chacune font tourner quelques UI tests, genre 2, 3 ou 10, voilà. En fait, en réalité, c'est un peu plus compliqué. Chaque shard a une dizaine d'émulateurs et fait tourner les UI tests en parallèle sur ces émulateurs, etc. Donc on a tous ces UI tests qui tournent et on active League Canary. Et en fait, on a un petit peu modifié pour qu'à la fin on l'a configuré d'une manière un peu spéciale, pour qu'à la fin de chaque test, donc League Canary ne se déclenche pas pendant le test, mais il garde les références vers les objets qui devaient être garbage collectés. À la fin de chaque test, il regarde s'il reste des objets qui auraient dû être garbage collectés et qui ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, il déclenche un heap dump, il fait l'analyse, mais de manière bloquante, c'est-à-dire que le test ne finit pas tant que ça n'a pas été fait. Et ensuite, s'il y a un leak, il fait péter le test. Ça nous a permis vraiment de détecter des memory leaks dans des pull requests directement. Alors, c'est un peu tricky parce que, surtout quand vous démarrez, il peut y avoir des memory leaks qui arrivent un peu. Il peut y avoir des memory leaks dans le SDK Android, mais ceux-là, on les marque en exclu et du coup, on a toujours les heap dumps, mais au moins, ils font plus péter le test. Et puis voilà, ça demande un peu de temps d'arriver à un point où il n'y a plus de memory leak dans nos tests. Mais aujourd'hui, chaque pull request qui passe et qui est mergé, on sait qu'il n'y a pas eu en tout cas, sur le chemin qu'a fait le UI test. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait pas de rotation d'écran dans nos UI tests, pour des raisons techniques, parce que c'est compliqué. Je pense que c'est une des prochaines étapes, et je pense qu'à partir du moment où on va commencer à faire ça, on va avoir plus d'instances d'activité qui leak, ce qui va être super, parce que ça va nous permettre de corriger ces problèmes. Merci. Ouais. Une question ? Est-ce que c'est différent avec des memory leaks dans le code natif, notamment dans la JNI, parce que souvent c'est dans la JNI que ça leak. Ouais, alors c'est vrai que il y a un peu une question de terme. En fait, je parle de memory leak, mais en réalité, ce qu'on a là, c'est plutôt des références leaks. Des memory leaks, quand on fait du code natif, du C, c'est plus j'ai alloc de l'espace et j'ai perdu le pointeur et puis le truc il est jamais il est jamais nettoyé. En Java, on a un garbage collector donc qui fait le boulot pour nous, donc ça on sait que ça n'arrive pas. Et en fait, c'est plus des reference links, c'est plus que il y a un moment où on aurait dû déréférencer quelque chose, on aurait dû mettre un champ à nul et on l'a pas fait. On a une erreur dans notre business logic qui fait qu'on l'a pas fait. Et du coup, le garbage collector dit bah non, cet objet il est toujours référencé, donc on va pas le garbage collecter. Et au final, cette mémoire, elle aurait pu être disponible pour d'autres objets. Donc c'est pas la même chose, c'est très différent des native memory leaks. Finalement, c'est un autre type de memory leak parce que les native memory leaks, ils n'existent plus en Java. Sauf si on fait des choses très avancées, mais on n'a pas vraiment la possibilité d'allouer de la mémoire et de perdre cette zone de mémoire. Par contre, on a la possibilité de garder des objets à un moment où on aurait dû plutôt déjà les nettoyer et les faire partir. À droite. Ouais, moi je réagis à la première question justement. Est-ce que il y a des guides un peu pour justement avoir League Canary dans de l'intégration continue et notamment est-ce que tu as dit de pouvoir marquer certaines leaks, voilà celle-là c'est bon, on fait pas péter un test Non, la réponse est non. Ça fait, en fait, on a League Canary en intégration continue depuis 1 an maintenant, mais on a pas mal itéré sur la manière de faire.
Et dans les prochaines releases, bah si, en fait, là, sur Master, ça n'a pas été réalisé, mais sur Master, j'ai ce qui s'appelle je crois que c'est un Instrumentation Test Listener, ou un truc comme ça, qui, en fait, ça va te permettre de très simplement juste l'ajouter à tes tests de UI en intégration continue. Tu l'ajoutes et automatiquement, il te fait péter les tests s'il y a des memory leaks détectés. Mais ça sera pour la prochaine version. Pour l'instant, on est en train de le tester, on est en train de le mettre en place dans différentes applis. On l'avait construit en interne et puis maintenant, on est en train de le mettre dans la version open source. Ce serait l'occasion d'un bon article de blog, mais je prends note. Alors, tu peux regarder sur Master, mais on n'a pas encore trop documenté comment faire. D'accord, ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, alors juste un dernier truc. Évidemment, bon, on est en France, donc c'est pas facile, mais Square recrute. Donc, si vous avez un double passeport ou si vous gérez le visa, ça nous intéresse vachement. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas en France. Par contre, on a des API. Donc, si vous avez à construire si vous voulez construire du soft, que ce soit de l'appli Android ou du serveur qui gère des paiements pour les États-Unis, le Canada, le Japon ou l'Australie, je sais que c'est assez limité, mais on ne sait jamais. Et puis pour les gens qui vont nous regarder en ligne, Square a des API pour ça, donc n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, merci.